20 sur 20, l'émission qui a au moins le mérite d'exister. Présentée par Elliot Rogliardo. Auditrice, auditeur, bonjour. Si j'ai écrit ce billet d'humeur, c'est pour parler de la place du sport dans notre bel hexagone. Une place bien trop minime à mon goût, mais je vous rassure, nombreuses sont les personnes à penser comme moi. Si je devais définir le sport avec mes mots, je dirais que c'est un moyen de rassembler, de se dépasser, mais surtout de procurer des émotions. Et quoi de plus fédérateur qu'une finale de Coupe du Monde un 15 juillet 2018 qui rassemblait plus de 300 000 Français sur les Champs-Élysées et des millions à travers le pays. Et que dire de 1998 ? J'avais tout juste un mois, donc je m'en souviens très bien, avec ce slogan Black Blamber qui lui aussi rassemblait chaque personne autour d'une seule et unique chose, le sport. Alors comment comprendre que le sport soit quelque chose de secondaire pour nous Français ? Comment analyser cette déclaration totalement lunaire de notre cher ministre des Sports au moment du déconfinement qui déclarait « La reprise du sport n'est pas une priorité ». Pour rappel, le championnat de France de football est le seul à ne pas avoir repris après le confinement parmi les 5 grands championnats européens. Aucune solution n'avait été étudiée et la naïveté de nos dirigeants les avait d'ailleurs poussés à croire que les autres pays nous imiteraient. Et quand on y repense, c'est quand même vachement drôle. Lequel de nos voisins européens voudrait s'inspirer de nous dans le domaine du sport ? Lequel prendrait exemple sur un pays qui décide de déplacer une finale de Coupe de France et de Coupe de la Ligue au vendredi pour ne pas déprogrammer Fort Boyard le samedi ? Voyons messieurs, priorité au fort. Et je n'ai parlé que de football jusque-là, mais comment expliquer justement que tous les autres sports ne soient pas plus mis en valeur ? Comment inciter des jeunes à pratiquer des sports qu'ils ne connaissent même pas tant leur promotion est faible ? Aujourd'hui, le sport a une connotation négative. On pense d'abord au gros bras en omettant de parler de l'intelligence que le sport requiert. On dit souvent qu'un sportif n'est pas très malin, qu'il a les muscles mais pas l'esprit. Mais qui a décrété qu'on ne pouvait pas avoir les deux ? Que d'âneries totalement dépassées et absolument inaudibles. Et si c'était tout un système qu'il fallait repenser ? Aujourd'hui, le sport représente pas moins de 2% du PIB mondial, soit 1200 milliards d'euros environ. C'est dire l'importance qu'il prend dans nos sociétés. Lorsque l'on prend le traditionnel exemple états-unien, on se rend compte que les jeunes sportifs sont accompagnés et surtout mis sur le devant de la scène pour leur réussite. En France, le pays qui accueillera les prochains JO en 2024, rien ou presque rien n'est fait pour mettre cela en place. Il serait donc temps de se mettre à la page et de communiquer, éduquer et informer sur l'éventail de choix de vie que le sport peut procurer. Bienvenue dans 20 sur 20, l'émission qui espère, comme Franck Ribéry, que la roue tourne va bientôt tourner concernant le sport dans notre cher pays. 20 sur 20, l'émission qui a au moins le mérite d'exister. Présentée par Elliot Rogliardo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 6e émission de 20 sur 20. Et oui, c'est déjà la 6e. Aujourd'hui, on va parler de la jeunesse face au sport. Nous recevrons d'ailleurs à cette occasion Lucas Mossio, qui est gardien de but au Football Club d'Annecy et un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Nous essaierons de voir ainsi avec lui ce que c'est que de vivre une jeunesse en centre de formation notamment. Nous irons également voir comment le e-sport évolue chez les jeunes et ce qu'il représente aujourd'hui. Et pour terminer, nous parlerons de la tristesse du sport sans supporters, malheureusement. Pour m'accompagner aujourd'hui, l'élite, les GOAT, les meilleurs. Adepte de l'escalade, de handi de l'or et de photographie, le fun est certainement la chose qui le caractérise le plus. Vincent Humbert est avec nous aujourd'hui. Salut Vincent. Salut Elliot. Ça va ? Et toi ? Bah écoute, ça va impeccable. Prêt pour la meilleure émission ? Ça va être la meilleure celle-là. Je l'ai annoncé en amont aux collègues, donc on n'a pas le choix. À la croisée des chemins entre Londres, Rouen, Boston, c'est à Lyon qu'il a finalement atterri. Lancelot Maisonnier est dans 20 sur 20. Salut Lancelot. Salut à tous, salut Elliot. Salut Lancelot. Et pour terminer, on pensait encore une fois qu'il ne serait pas là aujourd'hui, trop occupé à dévaliser les rayons de la Fnac pour avoir assez de cartes SD pour filmer cette émission. C'est notre monsieur 132 Go, Nicolas Delattre est parmi nous. Bonjour Nico. Salut Elliot. Donc aujourd'hui, vous le savez, c'est une émission sur un thème qui me tient particulièrement à cœur les gars, alors je compte sur vous pour faire vraiment de la qualité. Et quoi de mieux pour commencer qu'une fine analyse de Vincent Humbert ? Et ouais, avec la Covid cette année et les différents confinements, quasiment toutes les fédérations sportives ont souffert en fait d'une baisse de licenciés. Et les plus touchés, évidemment, c'est les sports de combat. 44% de licenciés en moins en lutte, 36% en moins en taekwondo. Finalement, les sports en salle ont beaucoup plus souffert que les sports en extérieur. Le football fait partie de ceux qui s'en sortent le mieux, avec une légère baisse seulement de 2,8% de licenciés. Et puis, il y a les deux ovnis, l'équitation et le rugby, qui sont probablement les deux seuls à gagner des licenciés cette année. Le rugby, probablement dopé par les bons résultats des Bleus, notamment au tournoi Destination. Et puis l'équitation, peut-être un petit peu dopée par le besoin des citadins confinés plusieurs mois d'avoir un peu plus de contact avec la nature. Tous ces chiffres sont à retrouver sur le site du journal Le Monde qui est à l'origine de cette étude.
Et tu l'as dit, Vincent, c'est compliqué pour tous les sports, mais en particulier sur un intérieur. Et du coup, c'est aussi compliqué pour le sport amateur et le sport à l'école. On l'a vu avec les dernières annonces du gouvernement, plus de sport autorisé en intérieur à l'école. Et c'est quelque chose qui inquiète à la fois les professeurs, les syndicats des professeurs, mais aussi les élèves et les parents d'élèves. Parce qu'on sait que l'activité physique pour un enfant, c'est hyper important et qu'aujourd'hui, on ne comprend pas très bien pourquoi on interdit le sport aux enfants, pardon. Le syndicat, le SNEP FSU, regrette qu'on entasse ses élèves dans une salle de classe et que quand il s'agit d'aller se défouler, ben, on leur interdise. Merci beaucoup messieurs pour ces chiffres. C'est désormais le moment de recevoir notre invité du jour. Gardien de but au Football Club d'Annecy et ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, Lucas Mossio va répondre aux questions de Vincent Humbert. 20 sur 20, l'invité du jour. Bonjour Lucas Mossio, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Vous avez commencé dès l'âge de 12 ans, vous avez intégré un centre de formation, vous y êtes resté 8 ans. Comment ça se passe une adolescence dans un milieu aussi compétitif ? C'est pas une adolescence normale, on va dire, c'est vrai, parce que déjà on est éloigné de nos familles. On rentre un week-end sur 4 ou sur 5, donc c'est vrai que c'est par rapport à un enfant normal, c'est un peu différent. Et puis surtout, c'est vrai qu'on a un peu le sport-études, donc on a les études d'un côté, mais une fois qu'on a fini l'école, on n'est pas tout de suite libéré, on peut pas tout de suite se mettre devant la télé comme la plupart des gens font. On est obligé d'aller à l'entraînement et puis d'être performant parce que mine de rien, voilà, c'est un centre de formation, donc il faut être performant. Il y a l'objectif à la clé des contrats professionnels, des joueurs en professionnel. Donc il y a des objectifs, c'est vrai que c'est une pression un petit peu différente qui est mise quand on est jeune. Mais après, moi, c'est que des bons souvenirs. Vous l'avez dit, quand on intègre un centre de formation, déjà on est souvent un enfant encore et on a besoin de faire beaucoup de sacrifices comme s'éloigner de sa famille, ses amis. Est-ce qu'on n'est pas plongé un peu trop rapidement dans un monde d'adulte ? Après, c'est vrai, voilà, pour ma part, j'ai commencé à 12 ans à Lyon, donc 12 ans, ça peut faire tôt. Après, c'est ce qu'on veut, hein. C'est quand on est joueur de foot, qu'on est un gamin, on regarde le foot à la télé, tout ce qu'on rêve, c'est de faire comme eux. Donc c'est des sacrifices à faire, c'est difficile à faire, mais après je pense que même si c'est jeune, c'est l'âge où on commence vraiment à jouer sur un terrain à 11, où on commence à être un peu, on va dire un peu plus mature aussi, et ça permet aussi pas seulement de développer le footballeur, mais ça permet aussi de développer l'homme, le fait d'être mis aussitôt dans cette ambiance-là. Et puis après mine de rien, c'est vrai que voilà, quand on est dans un centre de formation, on est censé être réuni avec les meilleurs joueurs de la région, donc on gagne plus de matchs, et c'est vrai que quand on est à cet âge-là, tout ce qu'on aime, c'est jouer le week-end pour gagner. Et c'est vrai que ça arrive facilement quand on est avec des joueurs comme ça. Vous venez de parler de développement personnel. Aujourd'hui, la politique des directeurs de centres de formation, c'est de couper les jeunes sportifs du monde extérieur, un peu pour les enfermer dans un cocon finalement. Quel est votre avis sur cette surprotection ? Je suis pas pour du tout, parce que à Lyon, on a eu la chance, d'être dans des collèges et lycées tout à fait normaux. On allait au contact des gens, on avait une vie sociale hors du foot. On avait d'autres amis que les footballeurs. Alors que si c'est vrai qu'on est coupé du monde extérieur, qu'on est obligé de parler uniquement avec nos coéquipiers, c'est comme si on parlait qu'avec ses collègues de boulot et qu'on n'avait personne d'autre autour. L'avantage là, c'est vrai qu'on est en direct avec des gens normaux, des gens qui font aussi d'autres sports. On avait des nageurs dans notre classe, des danseurs, des gymnastes. Et c'est vrai que ça permet aussi de se développer un cercle d'amis, d'échanger sur d'autres sports et d'avoir une vision un peu moins centrée sur le foot. Et ça permet aussi d'évacuer la tête parce que mine de rien, quand on est tous les jours dedans, c'est difficile. Puis un exemple bête, c'est quand on fait un mauvais match, on n'a pas envie de penser au foot peut-être pendant quelques jours, et le fait d'être plongé tout le temps dans le foot, ça nous empêche peut-être de pouvoir nous évader de ça. Et justement, parlons de ce côté un peu psychologique. Comment sont accompagnés les jeunes psychologiquement, non seulement pendant leur formation, mais aussi après pour ceux qui voient à 18-20 ans leurs rêves s'atténuer lorsqu'ils n'ont pas de contrat pro qui arrive ? Il n'y a aucun accompagnement. Après, c'est pour ça que l'exemple de Lyon est bon, parce qu'il y a pas forcément que des footballeurs qui sont formés, il y a aussi des hommes. Et c'est vrai qu'ils nous poussent vraiment à suivre une scolarité normale, parce qu'on sait très bien quand on arrive à Lyon, qu'on a 12-13 ans, on a peut-être une chance sur 50 d'être professionnel, parce que toutes les années il y a des sélections, et toutes les années on voit des joueurs partir. Et au final, sur peut-être la génération 94, quand on est arrivé à 12 ans, il y en a que 2 ou 3 qui vont finir à signer pro, et il y en a même peut-être qu'un ou deux qui vont pouvoir jouer en professionnel. Donc sur ça, il y aura peut-être une cinquantaine de joueurs qui vont devoir se trouver un autre avenir que le foot. Et c'est ce qui fait aussi la difficulté des centres de formation, parce que c'est pas quelque chose qu'ils peuvent gérer seul, parce que c'est aussi aux joueurs de se prendre en main de ce côté-là, ce qui est difficile. Mais voilà, à Lyon, c'est vrai qu'on est accompagné, il y a une personne qui gère ce côté école. Après, c'est vrai que quand on nous dit que l'aventure avec Lyon se termine,
c'est toujours difficile à digérer parce qu'on fait des sacrifices toute notre vie pour au final pas pouvoir avoir le dernier objectif, on va dire. Est-ce qu'il y a des échanges entre le centre de formation et les parents pour ce genre de situation ? Bien sûr. Souvent, quand il y a des décisions importantes qui sont annoncées, ils demandent la présence des parents ou au moins d'un tuteur ou de quelqu'un qui peut faire la personne adulte avec l'enfant pour éviter justement que l'enfant ait à digérer toute seule la nouvelle. Et c'est ce qui fait peut-être aussi que des fois les décisions sont difficiles parce qu'on est à côté de nos parents quand on apprend des décisions difficiles. Ça peut aussi blesser les parents aussi et on peut les voir tristes et prendre un peu pour nous-mêmes encore plus. Vous avez probablement côtoyé d'autres jeunes joueurs étrangers formés dans d'autres pays. Est-ce que ça se passe pareil dans les autres centres de formation, par exemple en Allemagne, en Espagne, en Angleterre ? Alors ça c'est un peu différent même parce qu'il y a certains pays, je pense notamment au Brésil, où à Lyon il y a beaucoup de Sud-Américains qui disaient qu'au Brésil on va dire que c'est pas certains joueurs qui misent tout sur le foot, mais presque. Et s'ils n'ont pas la chance de réussir dans le foot, ils auront peut-être d'autres difficultés à côté parce que ils ont vraiment tout misé sur le foot. Donc c'est des fois des rêves que les gens veulent se fixer, mais il faut aussi avoir à l'esprit que le foot est difficile à réussir. C'est un milieu qui est très très fermé, qui est très dur et parfois on peut avoir le niveau mais manquer de quelque chose, ne pas avoir la chance de percer. Donc c'est difficile et certains pays malheureusement n'ont peut-être pas les bons accompagnements pour ça. Après je pense que dans les pays européens, la France, l'Allemagne, les grands pays ont une politique similaire et je pense que le joueur est encouragé aussi à garder une voie scolaire, on va dire la voie au cas où. On est écouté par pas mal de jeunes. Qu'est-ce que vous conseilleriez à des jeunes qui voudraient intégrer un centre de formation, qui rêvent de devenir professionnels ? Déjà que c'est très très dur, donc il faut se le mettre dans la tête à la base. Je pense qu'il y a personne qui est préparé à vivre un centre de formation et c'est vrai que quand on arrive dedans, il y a quand même une année quasiment d'adaptation car c'est vraiment difficile. C'est un milieu, on va pas dire difficile à vivre parce que c'est pas ça, c'est qu'on vit de sa passion, mais c'est un milieu où il y a beaucoup de sacrifices à faire, il y a des choix de coach qui parfois qui peuvent nous paraître pas logiques quand on ne joue pas, quand on est mis de côté, mais c'est le foot. Après, c'est aussi énormément de travail parce que on va dire que c'est un des sports les plus pratiqués au monde et le foot, si on travaille énormément, on n'est pas forcément obligé d'y arriver, mais ça peut aussi tendre pour nous dans le bon sens. Donc c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices et puis avoir un mental d'acier. Merci beaucoup Lucas Mossieu d'être passé répondre à nos questions. Avec plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation pour cette fin de saison avec le Football Club d'Annecy. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci Vincent et merci beaucoup à Lucas Mossieu d'être passé dans notre émission, c'était très intéressant et c'est vrai que ça permet aussi de se rendre compte de certaines choses dont on n'entend pas souvent parler et voilà, c'est sûr que c'est un rêve pour beaucoup mais il faut aussi bien se mettre en tête que c'est pas facile et pour avoir fait une immersion justement à l'Académie OL, je peux vous dire que c'est pas tous les jours facile pour tout le monde. Enfin bref, on passe tout de suite à la carte blanche de Nicolas, évidemment qui n'a rien à voir avec le sport donc, car aujourd'hui Nico va nous parler de science. Exactement, aujourd'hui je vais vous parler précisément de Voyager 1, cette sonde envoyée dans l'espace à 60 000 km/h, oui, l'objet le plus loin de la Terre et le plus rapide jamais conçu par l'homme. Alors lancée le 5 septembre 1977, elle a déjà parcouru 20,6 milliards de kilomètres. Sa petite sœur est plus célèbre, Voyager 2, car elle a un invité un peu spécial à son bord, un disque en or où sont gravés certains sons de la Terre. On y retrouve notamment le mot bonjour dans une multitude de langues, le bruit de certains animaux, le bruit du tonnerre, de la pluie ou encore quelques musiques. Alors ce disque, il est destiné à qui voudrait bien croiser sa route dans l'espace. Une autre forme de vie, un extraterrestre donc, et les extraterrestres, parlons-en, car il existe un vrai paradoxe scientifique, c'est très sérieux, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, qui s'appelle le paradoxe de Fermi. Alors qu'est-ce qu'il dit ce paradoxe ? Il explique que compte tenu de l'âge de l'univers, donc qui est très vieux, et de l'âge de notre système solaire qui est très jeune, eh bien nous serions censés trouver des traces de civilisation extraterrestre partout, car nous avons eu moins de temps que les autres pour nous développer. Et pourtant rien du tout, après des centaines d'années d'observation, des dizaines d'années d'écoute, rien du tout, d'où ce paradoxe. Pourquoi sommes-nous seuls ? Alors plusieurs théories. La première, c'est qu'aucune autre forme de vie n'a réussi à bâtir une civilisation technologique. Bon, quand on se dit qu'on a réussi alors que la Terre a 4,5 milliards d'années et que le dirigeant le plus puissant de notre planète s'est fait bannir de Twitter, on se dit que les aliens qui étaient là il y a 8 milliards d'années, donc avant nous, ils devaient pas être hyper futés les mecs. L'autre théorie, c'est qu'ils ne sont tout simplement pas curieux et qu'ils ne veulent pas entrer en contact avec nous. Alors en même temps, moi je les comprends, parce que s'ils sont passés il y a 10 000 ans, bon, tout ce qui est hygiène, c'était pas au top à l'époque, la pilosité, je t'en parle même pas, et l'odeur a dû les rebuter aussi. Espérons juste que s'ils reviennent, ils tombent pas sur un match de rugby, parce qu'ils se diraient qu'on n'a pas beaucoup changé en 10 000 ans. Je salue nos auditeurs rugbyman évidemment. C'est la fin de cette chronique carte blanche qui n'avait rien à voir avec le sport, c'est le principe. Ah, il est fort.
Merci Nicolas pour cette belle chronique. Et c'est désormais votre moment, vous les auditeurs. Théo Collin, qui pratique l'escrime à haut niveau, est avec nous. Salut Théo. Salut à tous. Salut Théo. Bonjour Théo. Bonjour Théo, j'ai une Salut. première question pour toi. Je voulais savoir, quand on est un jeune sportif ces temps-ci avec le Covid, comment est-ce que ça se passe ? Moi, je suis un peu privilégié dans mon cas parce que j'ai la chance d'avoir le statut de sportif de haut niveau. Donc du coup, ça me permet de pouvoir m'entraîner normalement avec les listes du ministère et tout ça. Ça me permet d'accéder à mes structures d'entraînement et ça change pas grand-chose pour moi au niveau confinement en ce moment. Bah, justement, sur ce sujet, moi j'ai une question pour toi. Tu pratiques un sport, donc l'escrime, qui est moins médiatisé que d'autres, même si voilà, en France, on a toujours eu des grands escrimeurs, escrimeuses, je sais pas comment. Mais avec la situation, est-ce que ça a été encore plus difficile par rapport à d'autres sportifs pour avoir les accès aux structures, ou comme tu l'as dit, grâce à ton statut de haut niveau, ça s'est fait naturellement? C'était un peu compliqué dans le sens où comme on n'est pas trop considéré en France, c'est un peu compliqué de se batailler pour avoir les structures qu'il nous faut, mais généralement ils sont quand même assez compréhensifs vis-à-vis de qu'on aille chercher des médailles et qu'on doit continuer de s'entraîner parce qu'en fait on est considéré comme professionnel même si on gagne pas d'argent. On peut quand même continuer de s'entraîner grâce à ce statut-là de sportif professionnel entre guillemets. Et toi, tu fais de l'escrime, ce qu'on appelle un sport mineur en France, même si c'est pas très glorieux, alors que c'est un sport magnifique. Mais comment tu vis le fait d'être jeune, de vouloir devenir professionnel, de remporter des titres, remporter des médailles, et de devoir galérer financièrement, alors qu'à côté il y a des sports comme le football, comme le basket, où finalement même les mauvais gagnent énormément d'argent. En fait, l'escrime, ça se fait juste par passion en fait. C'est un sport où il n'y a rien à gagner. Même les meilleurs escrimeurs, personne ne les connaît. Donc on le fait que par plaisir en fait. On va pas chercher un moyen de gagner notre vie grâce à ça ou tout ça. Donc ce qui permet quand même de garder les pieds sur terre et déjà de relativiser si des fois on perd ou on échoue dans nos tentatives de victoire. Et même de se dire que c'est vraiment par passion qu'on fait ça et par envie. Et on sait qu'on est entouré de passionnés, on n'est pas entouré de gens qui sont un peu là pour gratter de l'argent, un peu là sans envie, mais ils sont bons, donc ils vont rester, voilà. On est vraiment dans un centre où on est tous là par envie, quoi. Parce qu'on n'a pas d'autre choix. Sinon, on gagne pas notre vie. Et moi j'ai une question, est-ce que c'est facile en fait de conjuguer une vie sportive professionnelle comme toi et à côté une vie professionnelle, je dirais active, donc que ce soit en étant étudiant ou en ayant un job, est-ce que c'est facile ça ? Alors non, c'est vraiment pas facile parce que ça fait des journées vite remplies, les gens se rendent difficilement compte que en fait on n'a pas beaucoup de temps, nos vies c'est vraiment métro, boulot, sport et dodo après, on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour des fois j'ai des potes qui disent ah mais tu pourrais sortir, ça serait cool des fois, mais en fait c'est pas qu'on n'a pas envie de sortir, c'est qu'en fait des fois on n'a pas le temps justement. Mais généralement avec tout pareil avec les statuts qu'on a, on arrive à quand même à avoir des horaires aménagés pour les études et souvent pour le travail aussi, donc généralement ça se passe quand même bien dans le sens où on arrive à bien concilier les deux avec les partenariats entre les différents établissements scolaires ou universitaires et les contrats de travail avec nos employeurs qui nous disent que ils veulent bien nous aménager des horaires pour qu'on aille faire notre sport en fait. Bientôt, d'ici quelques années, d'ici maintenant 3 ans en France, en 2024, il y aura les Jeux Olympiques. Est-ce que tu as senti un changement maintenant que la France a les Jeux Olympiques ? Est-ce que tu sens que les jeunes sont beaucoup plus poussés à la performance qu'avant ? Alors moi je sais pas trop si je suis placé pour parler des Jeux Olympiques ou pas, mais de ce que je peux voir en tout cas dans les structures où je suis, c'est qu'avec par exemple la période en ce moment du confinement, où on sait qu'on va pas avoir de compète avant un long moment, qu'on sait qu'on va pas avoir de grosses échéances avant un long moment, parce que visiblement toutes nos compètes sont annulées. Je trouve que les entraîneurs entraînent leurs tireurs de manière forte, quoi, parce que les entraînements sont maintenus et sont même poussés des fois à forte dose. Donc je trouve que globalement, ouais, le fait qu'il y ait les Jeux à Paris, et pas que dans l'escrime, dans tous les sports, je trouve que le fait qu'il y ait les Jeux à Paris, ça met une pression sur les entraîneurs de se dire, vu que c'est en France, il faut que nos élèves réussissent, quoi.
Je pense que les sportifs le ressentent pas encore tout de suite, la pression des Jeux. Je pense qu'elle va arriver un peu plus tard, à l'approche des Jeux, où ils vont se dire ah c'est en France, là on va devoir vraiment gérer. Pour l'instant, je pense qu'ils sont plus tournés sur Tokyo, donc c'est pas, ils sont pas trop focus là-dessus. Eh bien, merci beaucoup Théo. On espère en tout cas que, comme tu dis, les Jeux Olympiques, ça réveillera un petit peu cette mentalité sportive qui n'est pas forcément toujours présente en France. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis, tu reviens quand tu veux sur 20 sur 20. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Et puis, je te souhaite un bon entraînement parce qu'on sait que tu vas t'entraîner et que tu as pris un peu de temps pour nous. Donc, voilà. Ouais, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. À bientôt. Merci beaucoup. Merci C'était beaucoup, un Théo. plaisir. Merci beaucoup. Messieurs, on va tout de suite passer au mini-journal de la rédac. Allez. Carrément. Donc les jeux vidéo ont toujours eu du succès et se vendent comme des petits pains, mais si pour certains jouer représente un moyen de détente, pour d'autres il s'agit d'un sport à part entière. Thibaut Ajaguin s'est intéressé à ce qu'on appelle l'e-sport, ou le sport électronique. Les Français brillent dans ce domaine, parmi eux Thibaut Cazobon est un jeune joueur talentueux. C'est un des joueurs de e-sport les plus prometteurs de sa génération. À 19 ans, Thibaut Cazobon a su se faire remarquer auprès de ses pairs, en particulier dans les compétitions virtuelles de Formule 1. Le jeune homme généreux tient à partager ses parties de course avec son public sur l'application de streaming Twitch et il explique pourquoi. Sur Twitch, l'e-sport c'est la grande majorité. Du coup, à partir de là, tous les joueurs e-sport vont streamer et la communauté elle suit. C'est vraiment une plateforme qui est consacrée qu'aux jeux. Donc on arrive, on a de suite accès à différents types de jeux ou catégories ou n'importe quoi. C'est vraiment fait pour le gaming. Depuis le mois de mai 2019, Thibaut occupe une place dans l'équipe d'e-sport du pilote français Romain Grosjean. Une place privilégiée qui lui permet de participer à des compétitions internationales avec en prime des sommes importantes qui ne laisseraient personne indifférent. Les sports évoluent et du coup tout évolue, que ce soit le niveau ou le cash prize. Là je fais un championnat sponsorisé par Porsche. Ils ont mis $200 000. Donc on est 40. Et donc en fait les $200 000 sont répartis dans le top 20. Et du coup le cash prize évolue chaque année. Et il y en a de plus en plus. C'est de plus en plus commun dans les championnats. Dans ce genre d'équipe, les joueurs sont suivis comme de vrais sportifs de haut niveau. Ils s'entraînent entre 5 et 7 heures par jour. Cette prise en charge motive de plus en plus de jeunes comme Thibaut à faire du gaming leur métier. Merci beaucoup Thibaut, et oui c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte mais ça devient colossal en tout cas les sommes qu'il y a là-dedans et puis voilà c'est aussi intéressant de voir que des jeunes s'y retrouvent parce que voilà c'est quelque chose qui n'était pas forcément commun et comme quoi la technologie ça peut avoir du bon aussi dans ces domaines-là. C'est très bien que l'e-sport se développe. C'est Exactement. Et oui, tu dis pas du tout ça parce que tu adores jouer aux jeux vidéo. Rien à voir. On le sait. Bref, Lancelot, aujourd'hui tu es triste, tu as perdu une partie de toi, de ta fougue, de ton enthousiasme, tu es un peu nostalgique et tout ça à cause du sport. Bah oui, Elliot, et ce n'est pas vous, ni moi, autour de cette table, qui allons contredire le fait que le sport occupe une place importante dans nos vies. On tient à nos rendez-vous hebdomadaires pour supporter son club favori, peu importe le sport. Certains, dont je tairai le nom, organisent même leur emploi du temps en fonction des matchs. Ça joue à 16h, il y a des potes qui veulent aller boire une bière un coup en même temps. Évidemment, le choix est vite fait, le canapé c'est plus confortable. Et quand je dis ça, je parle pas de moi. Vous me direz, les plus malins font les deux en même temps. Mais voilà, depuis presque un an maintenant, le sport n'a pas échappé aux contraintes actuelles et à la pandémie de coronavirus. Il faut donc s'adapter. Fini le temps des joies partagées, des voyages au stade pour aller perdre sa voix en chantant à corps perdu pour pousser son équipe. Les stades sont vides, plus rien, ne reste que les voix des entraîneurs et le bruit sourd du ballon frappé par les joueurs. Et ça change tout, comme nous l'explique Thomas. Je trouve ça vraiment triste. Je suis un grand fan de foot et même si certains diffuseurs maintenant retransmettent le son des supporters pour combler justement ce manque. Et puis c'est autant visuel que sonore. Le fait de voir les tribunes vides, on a l'impression qu'il y a moins d'enjeux et même la joie des joueurs, on sent qu'elle est un peu plus mesurée. Alors même pour nous, téléspectateurs, il faut se le dire, c'est chiant. Moins d'engouement, moins de passion. On a l'impression de regarder des matchs amicaux d'avant-saison, mais toute l'année. Et pour les puristes, on se dit, au moins on entendra les consignes des coachs, ça peut être intéressant. Mais là encore, déception. D'abord, quand des fonds sonores redondants viennent recouvrir les consignes, et puis au final, quand on entend, ça vaut pas le coup d'entendre des « Remplace-toi ! Voilà ! Cours ! Bien !» On n'apprend rien à part le niveau des consignes sur le banc des touches français. Vous l'avez compris, c'est pas l'extase. Mais on ressent même à travers l'écran la même agonie chez les joueurs, privés de leurs supporters pour vivre à 10 000% leurs émotions. Et on écoute Maxime là-dessus. Ça se ressent également au niveau des joueurs. Les supporters, ça t'aidera toujours dans un match serré ou un gros match. Pour l'équipe à domicile, à apporter un supplément d'âme, à apporter cette petite étincelle qui peut t'aider justement à te surpasser dans ce genre de moment.
Tout ça pour dire que plus ça va, plus je regarde de matchs, plus je trouve ça triste. Le sport, ça se partage, le sport, ça transcende. On est censé beugler et sauter dans les bras du premier inconnu que l'on croise dans les stades ou dans les bars. Alors oui, je sais, on n'a pas le choix et les stades ne sont pas prêts de rouvrir, mais quand même, on s'ennuie sans supporters. Eh bien, merci beaucoup Lancelot, c'est un cri du cœur, hein. On espère qu'on retrouvera vite cette occasion-là de pouvoir retourner voir des manifestations sportives, parce que c'est aussi ce qui fait le charme du sport, qui est notre thème aujourd'hui. Et merci à Thibaut aussi, qui nous avait donc fait son enrobé sur le e-sport, et qui malheureusement, encore une fois aujourd'hui, ne peut pas être là, mais vous inquiétez pas, il sera bientôt de retour, on en est persuadé. C'est l'heure désormais de s'amuser pour bien conclure cette émission. Vincent Humbert nous a concocté un petit quelque chose, ma langue fourche tellement ça m'émeut. Voilà, je suis tellement impatient. Donc voilà, messieurs, j'ai qu'une chose à vous dire, place au jeu. Et maintenant, l'heure du jeu super fun, le jeu. On passe au jeu super fun et aujourd'hui on va parler des sports nationaux. Donc je vais vous demander en fait quel est le sport national dans différents pays. Je ne sais pas si Nico peut jouer parce qu'il a essayé de pomper tout le long de l'émission sur mon les écran. Que je n'ai pas triché. On va commencer par un facile. Il va falloir que vous soyez bon. Quel est le sport national de Madagascar ? Ça, c'est facile. Ouais, c'est facile. Madagascar. Moi je dirais peut-être que c'est le cricket ou le baseball. Ouais, moi j'aurais dit le cricket aussi. Cricket ? Ouais. Non, j'en ai aucune idée. T'en as aucune idée ? Le foot. Eh bien, je vous conseille de regarder plus souvent l'équipe 21 parce que c'est la pétanque, le sport national de Madagascar. Madagascar. Et oui, c'est la pétanque. Et la pétanque, là-bas, c'est un petit peu comme le foot au Brésil. C'est extrêmement plus populaire. Et en fait, ça vient un petit peu du passé colonial de Madagascar, colonial français évidemment. La pétanque, elle était en plus très populaire dans l'armée française dans les années 60. Et donc, beaucoup d'anciens soldats ont ensuite transmis la passion des boules aux générations suivantes. Les Malgaches ont gagné 2 titres de champion du monde depuis début des années 90. C'est 27 victoires par contre pour la France en championnat du monde. Ouais, voilà. C'est étonnant. Ok, bah écoute, personne. Je savais pas du tout. Ouais, et j'aurais jamais pensé. Moi j'avais déjà vu, mais j'allais juste dire que personne ne marque de points parce que Vincent nous a tanné avant cette émission pour qu'on compte les points à partir d'aujourd'hui et voilà, on verra bien à la fin. En fait, je m'assure, comme je peux pas gagner de points, que personne n'en gagne. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que je passe au pays suivant. Quel est le sport national de l'Afghanistan ? Le sport national. Ah bah moi je le sais. Oui, mais toi t'as pas le droit de jouer, je te l'ai dit avant l'émission. Le sport national en Afghanistan, je dirais peut-être, ça doit être un truc incongru à mon avis. Moi je veux dire un truc, c'est peut-être de l'athlétisme ou quoi. L'athlétisme ? Ouais. Un truc dans l'athlétisme. Je sais même pas, la natation, allez. De la natation, eh bien pas du tout. C'est pas du tout de la natation, c'est le bouskashi. Le bouskashi, c'est un sport qui est beaucoup joué en Asie centrale et en Afghanistan. Le bouskashi, en fait, c'est un jeu où il y a une centaine de cavaliers, donc c'est un jeu équestre. Il y a une centaine de cavaliers qui doivent attraper une carcasse animale, donc c'est soit une chèvre, un mouton, un veau, qui est placé au milieu d'un cercle. Ils doivent attraper cette carcasse animale et ils doivent faire 2 km à cheval pour le déposer. 2 km. Oui, pour le déposer dans une autre zone. Et en fait, c'est le premier qui arrive à récupérer la carcasse et à faire les 2 km et à poser la carcasse qui a gagné. Seulement, évidemment, on est sur quelque chose d'un peu rude. Hein, c'est un peu rugueux. Ouais, un peu rugueux. Voilà. Ils n'ont rien à envier au rugby. C'est-à-dire qu'ils ont des fouets. Et ils peuvent entre eux se fouetter eux et ils peuvent fouetter les chevaux adverses. Les chevaux qui participent à ces compétitions valent très très cher parce que c'est des chevaux très costauds, très endurants. C'est un sport solide. Moi qui me plaignais des courbatures après avoir fait 3 minutes de gainage, là, c'est pas la même chose. Regardez des vidéos, c'est un peu comme regarder la corrida, il faut avoir le cœur solide, mais c'est assez impressionnant. Et en fait, c'est originaire d'Asie centrale, donc, et ça remonterait à l'époque de Gengis Khan au XIIIe siècle, donc c'est un vieux jeu. Hein. C'est d'accord. Ok. Tradition. On passe à un sport national plus connu. Quel est le sport national de Cuba ? Le sport national de Cuba, justement, il me semble que c'est... Le volley ? Non, moi j'aurais dit le baseball, justement. Ah, c'est possible. Le baseball ? Ouais, allez, moi je vais suivre Elliot. Le baseball à ma droite, j'ai le baseball à ma gauche, le baseball à ma droite. Moi j'avais dit le volley, mais... Le volley ? Ouais. C'est le baseball, Bravo, Elliot. C'est le baseball, le sport national cubain. Et le championnat de baseball cubain, il date de 1878. Et justement, je m'intéresse un peu au baseball de loin et j'avais vu justement qu'ils étaient très bons justement quand ils arrivent aux États-Unis parce qu'en fait, eux, étant donné que c'est une île où il n'y a pas forcément toujours les moyens d'avoir tout le matériel adéquat, beaucoup s'entraînent justement avec des bâtons et des tout petits cailloux, ce qui fait que dès qu'ils arrivent dans la Major League
Exactement. Au baseball aux États-Unis, en fait, quand ils ont des battes qui sont beaucoup plus grosses et des balles aussi, et du coup, pour eux, qui sont entraînés toute leur vie avec des petits trucs, c'est beaucoup plus simple. Et il y a beaucoup d'équipes aussi américaines qui vont s'entraîner à Cuba justement pour s'entraîner dans ces conditions-là. Puis les Cubains, c'est quand même 25 titres de champion du monde et 3 titres olympiques dans l'histoire. C'est pas rien. C'est énorme. Un petit dernier peut-être. Allez, quel est le un petit sport dernier. national de l'Irlande? Est-ce que c'est pas le foot ultra particulier qui mélange plein de sports, le foot, le rugby, un truc de baston un peu là aussi. Non, mais ils ont un sport comme ça où ils peuvent prendre le ballon à la main, ensuite shooter, machin. Je sais plus le nom. Je connais plus le nom. Australiens, mais il y a pas un truc hyper violent aussi dans les rues où ils lancent un ballon et ils se tapent pour l'avoir. C'est pas la Sioule, un truc comme ça. Pas. Ouais, écoute, je sais pas. Moi, je vais partir sur le rugby. On sait qu'ils sont bons. Moi, je dirais le sport que je décris. Je connais plus le nom. Mais on a tous de toute façon rien compris à ce que tu voulais dire. Donc c'est un sport très particulier, je vous le dirai demain. Mais il me semble que... Et toi, tu dis quoi? Moi, je j'ai pas de nom non plus. J'ai un souvenir d'un sport hyper violent que je te dis en Irlande. Je pense que vous parlez du football gaélique. Ah oui, c'est ça. Vous parlez de ça? Et ben c'est pas du tout le sport national. En fait, en Irlande, il y a des sports évidemment qui sont énormément pratiqués. Le rugby, le football, c'est des sports où tout le monde fait du rugby et du sport en Irlande, surtout les jeunes. Mais là, moi, je vais vous parler du hurling. Le hurling, c'est un sport qui se joue à 15 contre 15 sur un terrain de 140 mètres de long et 80 mètres de large. Et en fait, il se joue avec une crosse qui s'appelle le hurley. Et une balle qui est un peu plus grosse qu'une balle de tennis et surtout qui est beaucoup, beaucoup plus lourde qu'une balle de tennis. Et en fait, l'objectif, c'est donc de marquer des buts. Donc de chaque côté, il y a des poteaux. Comme des poteaux de rugby, avec une transversale entre ces deux poteaux. Si tu mets la balle au-dessus, tu as 1 point. La balle en dessous, il y a 3 points. Tu as des gardiens. Et donc, l'objectif, c'est de faire des passes avec la crosse ou le pied. Un peu interdit d'utiliser la main. Et c'est souvent très dangereux parce que déjà, c'est un sport physique. Et puis en plus, parce que la balle, qui est très lourde, vole à peu près à 110 km/h. Ah, effectivement. Sur des distances qui peuvent aller jusqu'à 100 mètres. Effectivement. Et il n'y a pas de hors-jeu. Ce qui fait que c'est un jeu hyper rapide, hyper dynamique. Exactement, il y a des énormes passes qui sont tout le temps. Je vous invite à aller voir les vidéos, c'est un sport magnifique. J'ai mon cousin qui en a fait pendant longtemps et c'est un sport incroyable. Et ben écoute, merci beaucoup Vincent pour ce jeu. Et ben toi qui voulais compter les points, on n'est que 2 à avoir mis un point, c'est sur Cuba avec le baseball. Donc Nicolas et moi qui prenons la tête de ce classement, j'ai envie de te dire. Il y a eu de la triche, je le sens. Ah écoute, moi tu me connais, je ne triche pas. Enfin bon, en tout cas, on va toucher déjà au but de cette émission qui est comme d'habitude trop longue par rapport à ce qu'on avait prévu. Mais c'est parce qu'on est bien avec vous, on prend beaucoup de plaisir et voilà, on aime passer du temps avec vous. Donc en tout cas, vous savez maintenant, vous pouvez nous retrouver notre émission donc 20 sur 20 sur SoundCloud et YouTube, pardon. Et voilà, retrouver plus globalement notre média Exist by SCPA sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Et voilà, YouTube et SoundCloud, comme je vous disais, on est de partout. Donc voilà, n'hésitez pas, commentez, dites-nous ce que vous pensez de ce qu'on fait. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous appeler aussi si jamais vous voulez réagir. Comme je vous le disais hier, on vous annonce le matin même les thèmes dont on va parler. Donc voilà, si c'est des choses qui vous tiennent à cœur, on vous accueillera avec grand plaisir dans 20 sur 20. Donc voilà, messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous dire à demain. À demain, au revoir. Salut. 20 sur 20, l'émission qui a au moins le mérite d'exister. Présenté par Elliot Rogliardo.